Bonsoir à vous tous et merci d'être si nombreux pour ce débat ce soir autour d'Albert Camus. Alors, bien sûr, ce soir, dans l'heure et demie qui est devant nous, c'est très long et c'est très court, et je pense qu'avec nos amis, ce sera très court, trop court. Nous allons évoquer non pas Albert Camus, mais les Albert Camus, les Camus. Je crois que chacun d'entre vous, d'entre nos invités, a son Camus. On va y venir, le Camus journaliste, l'écrivain, le philosophe, le dramaturge, le comédien, et puis aussi l'ami, l'amoureux, l'homme, le sportif, l'homme qui célébrait le culte de la nature, du corps, etc. Pour nous parler d'Albert Camus ce soir, un plateau très prestigieux, si on peut parler de plateau, je préfère parler d'amis et d'amis du monde qui nous fait ce plaisir, cet honneur d'être là ce soir. Je vais commencer, tout seigneur, tout honneur, par vous, cher Jean-Daniel. D'abord, je crois que vous êtes le seul, d'entre nous, c'est sûr, dans cette salle, je crois, à avoir connu Albert Camus. Il était votre aîné de 7 ans. Je ne vais pas dire tout ce que vous avez fait dans votre vie, Jean, parce qu'autrement, les minutes passeraient trop vite, mais vous êtes né à Blida, en Algérie. Vous avez écrit beaucoup sur Camus, avec Camus, et puis dans votre dernier livre, Les Miens, il y a bien sûr, entre votre mère et puis André Gide, il y a Albert Camus. Et puis tout ce qui a été, vous dites à un moment donné que l'Algérie, ça a été votre passion commune et votre maladie commune, et vous nous en parlerez bien sûr tout à l'heure. Bernard-Henri Lévy, vous êtes né en Algérie. Et vous avez cela de commun avec Camus, mais pas seulement. En regardant un peu, on croit toujours connaître ses amis, et puis on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à connaître. Et si je ne me suis pas trompé, si je n'ai pas été induit d'erreur, votre premier grand reportage, c'est dans le journal Combat en 1971. Combat, cher évidemment à Camus. C'est un reportage en Irlande du Nord. Quand vous avez écrit La barbarie à visage humain, cette charge contre le totalitarisme, le stalinisme, c'est aussi un thème évidemment, la lutte antitotalitaire que Camus dénonça à ses risques et périls à une époque où il n'était pas très de bon ton de dénoncer ce qui se passait à l'Est. Quand en 1998 vous avez publié, et je crois que Le Monde peut s'honorer de l'avoir publié, ces 2 grands reportages, Chose vue en Algérie, Bernard, c'était encore une manière de dire qu'il y avait un intégrisme qui était une forme de totalitarisme. Et ça aussi, c'est des accents camusiens où je ne m'y connais pas bien. Et puis, il y a quelques semaines, dans un hors-série que Le Monde publie, que Franck Nouchy, qui doit être par là, a dirigé. Alors, le petit clin d'œil, c'est que Franck Nouchy, qui est un des rédacteurs en chef du Monde, est né à Oran. Vous voyez qu'on est quasiment famille de l'autre côté de la Méditerranée. Ce hors-série, et vous nous racontez votre Camus, sachant que vous avez écrit en 2000 un livre Somme sur Jean-Paul Sartre. Donc, c'est évidemment très intéressant de savoir comment, ayant été si proche de la pensée de Sartre, vous vous dites, et on y reviendra, comment Camus a eu raison. Alors, vous, Michel Onfray, vous n'êtes pas né en Algérie, mais vous êtes né à Argentan, dans l'Orne, mais il y a chez vous des points, je dirais, de fraternité avec Camus qui sont assez troublants. Alors, excusez-moi si j'aborde des points quelquefois un peu personnels, mais si je me permets de les aborder, c'est parce que vous les avez vous-même écrits, et donc je pense que ce ne sont pas des secrets, vous ne les avez pas voulus comme tels. Mais c'est vrai que vous avez une enfance très modeste, vous êtes issu d'un milieu très modeste, et la vie de Camus et l'enfance de Camus est une enfance d'enfant de la rue, d'enfant qui tout de suite a été plus en phase avec le peuple que celui avec les universités et les grandes écoles. Et à un moment donné, cette condescendance qu'il y aura autour de Camus, je pense que c'est quelque chose que vous avez pu sentir ou percevoir, et votre université populaire à Caen est quelque chose qui est une forme de réponse qui probablement aurait été en écho avec ce que Camus a voulu être dans sa vie d'intellectuel. D'autre part, vous avez une amitié avec Nietzsche qui, je crois, elle aussi, est très familière de l'œuvre de Camus, sur l'absurde, sur Dieu est mort, qu'est-ce qu'on fait, et cette espèce de revanche du corps, de l'hédonisme qui vous est cher. Et de la même manière que
Camus, très jeune, dans sa vie, a été en contact avec la mort, puisqu'il était tuberculeux et qu'il était, comme vous dites, Jean Daniel, vous, un prince de la convalescence. Vous avez été confronté très, très jeune à la mort, et je pense que c'est quelque chose qui vous rapproche aussi dans la réflexion de ce qui a pu naître chez Camus. Je me tourne vers vous, Jean Daniel, pour que vous, en quelques mots, pour commencer cette discussion entre nous, vous nous parliez de votre Camus. Et quand je dis votre Camus, c'est un homme qui a vraiment irradié votre existence, votre jeunesse, jusqu'à la rupture dont vous nous parlerez. Je voudrais dire d'abord que ma joie d'avoir parlé de Camus dans un certain climat, d'une telle empathie, une empathie qui, moi, m'éblouit et parfois me fait peur. Parce que dans cette carrière dont vous avez rappelé la longueur, la longévité, il m'est plus souvent arrivé de parler de Camus pour le défendre que pour en célébrer la gloire. Le combat, à certains moments, pour le Camus que vous défendez, que vous aimez, que vous défendez maintenant, a été extrêmement dur. Moins dur que celui qu'il a enduré, lui. C'est plus qu'un homme de principe, d'attitude, de comportement, que de messages et de sermons. Et pendant toutes ces périodes, j'ai vu qu'il y avait une incapacité à le faire admettre en France, dans une certaine société intellectuelle qui a duré très longtemps. En 1947, j'ai eu l'occasion de diriger, d'arriver à créer, de faire mes premières armes, mais de diriger une revue qui s'appelait Caliban. Petite revue, qui s'appelait Revue de vulgarisation culturelle. Elle avait une originalité. C'est que la moitié était consacrée aux œuvres les plus courtes des plus grands écrivains. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Camus. Camus était déjà célèbre. Il y avait eu déjà L'étranger, le Mythe décisif, Caligula. Il n'y avait pas eu le rapport avec Sartre, et il était célèbre et recherché. C'est lui qui m'a appelé pour me dire, je vous appelle, cette revue que vous faites m'intéresse, quel va être l'œuvre prochaine que vous allez publier? J'ai mis longtemps à me remettre du fait que Camus me téléphonait, et il a dû donc répéter, décliner son identité en rappelant les œuvres qu'il avait écrites. Et il m'a dit, écoutez, c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Je dis, maître et serviteur de Tolstoï. Et il m'a dit, vous avez raison, c'est un sommet, mais je vous appelle parce que je voudrais que la semaine d'après, le mois, c'est un mensuel, le mois après, vous publiez La Maison du Peuple de Guillou. Guillou, et je dis, vous savez que je suis... Louis Guillou, écrivain breton. Louis Guillou, ouais, c'est vrai, il faudrait mettre comme faisait Bernard Franck, des dates entre parenthèses. Et il me dit, venez me voir. Je suis donc allé le voir en me pressant. Une heure après, j'étais dans son bureau, chez Gallimard, un bureau dont il me disait qu'il était le seul à avoir une petite terrasse, parce qu'il y avait un côté quand même ébloui par son propre sort, Camus par le sort que le monde lui réservait. Avant d'être pénétré par le vice, l'enfer du doute et de l'autocritique, il a été jusqu'à un certain moment assez enivré par ce qu'il devenait et assez conscient de ce qu'il allait devenir. Et dans un certain sens, quand Mauriac lui dit Camus, monsieur Camus qui parle du haut de son œuvre future, il avait raison, parce que c'est vrai qu'il y avait une impertinence présomptueuse qui habitait Camus. Et quand le numéro paraît, sachant qu'il allait me faire un peu un plaisir extrême, le texte de Guillou avec la préface de Camus, ils m'ont invité tous les deux dans un restaurant
C'était rue Saint-Benoît, ça s'appelait le petit Saint-Benoît où Guillou avait ses habitudes. Et où, c'est là que je commence à poser la question intéressante, Guillou lui dit, Guillou qui était un des rares, très rares à appeler Camus par son prénom, et qui lui dit, Albert, tu vas te faire houspiller, parce qu'après tout, ce que tu as écrit dès le début est sujet à problème. Et quel était le début? C'est que la première phrase de la préface, c'était « Nous sommes quelques-uns qui deviennent impatients à la façon dont un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains parlent de la misère en méconnaissance de cause. » Cette phrase, évidemment, n'est pas passée inaperçue. Je me souviens qu'aussitôt Claude Roy, qui travaillait à ce moment-là dans le Libération de l'époque, m'a téléphoné ému. Alors, il y aurait donc une légitimité de la misère. Il faudrait quoi? Passer un examen de misère avant d'en parler? Enfin, il y avait toutes les possibilités. Guillou avait raison. Et il y avait un problème. Et Camus répond, ne t'en fais pas, d'abord, j'ai l'habitude, c'est pas vrai, il n'en a pas eu l'habitude encore déjà, ça allait lui venir. Ne t'en fais pas, de toute manière, ils ont partiellement raison. Les penseurs révolutionnaires sont tous d'origine bourgeoise, mais qu'ils nous enseignent à sortir de la misère, d'accord, mais qu'ils écrivent comme s'ils en étaient jamais. Alors, le déjeuner s'est passé sur le jamais opposé à ce climat dans lequel tout d'un coup j'ai été projeté par Guillou, par Camus, dans un milieu qui était, au fond, on parlait à ce moment-là, avec respect du prolétariat. Quelque chose m'avait beaucoup frappé. Beaucoup frappé. J'avais l'habitude, déjà à ce moment-là, de considérer comme le mot honneur comme de droite. Et là, dans ce repas, parmi les choses que j'ai notées ensuite, parce que je l'ai plus ou moins raconté pour des gens attentifs, on parlait de l'honneur, il parlait de l'honneur du prolétariat. Il fallait en être de la misère. S'il fallait en être, il fallait s'établir. Et quel nom me vient à l'esprit de Camus, disant, il faut faire, au fond, si on était courageux, on ferait comme Simone Veil, qui va compter énormément. Et Simone Veil, c'est cette philosophe qui était entrée en usine. Et à ce moment-là, maintenant, nous pouvons penser qu'il s'agissait, comme pour les gens de mai 68, de s'établir. L'idée qu'on ne pouvait parler de la misère qu'en entrant dans le milieu de la misère, et que l'honneur consistait à y entrer pour pouvoir avoir la légitimité de la parole, c'est dans cela que mon début de camusisme a commencé. C'est pour ça que je veux dire que je n'ai pas été surpris ni par la tendance prolétarienne, anarcho-syndicaliste, et une chose dont peu de parlent, y compris mes amis ici, c'est sa dimension chrétienne, le prolétaire chrétien. Bernard-Henri Lévy, ce texte que vous avez écrit dans le hors-série du Monde présente un Camus sous des jours à la fois connus et inattendus. Vous faites un parallèle que je trouve très fort entre le monde du silence dans lequel vit Camus et en l'opposant au bain de mots dans lequel vit Sartre. Il y aura les mots de Sartre et cette mère de Camus qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui déchiffre sur les lèvres à condition qu'on soit en face d'elle, etc. Et puis, ce que vous dites à un moment donné, je ne vais pas résumer en 2 mots, mais c'est que Camus a eu raison. D'abord, c'est vrai, cette affaire de mots, on connaît tous le texte de Sartre, hein, qui s'appelle Les mots, et qui, contrairement à ce qu'on pense souvent d'ailleurs, est moins un éloge des mots ou une célébration des mots qu'un adieu à la littérature. Mais enfin, dans ce livre qui s'appelle Les mots, Sartre raconte tout de même la naissance d'un enfant merveilleux dont la merveille fut qu'il fut d'emblée béni par un bain de mots. C'est l'enfance de Sartre. Et en effet, lorsque l'on regarde l'enfance de Camus, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est bien sûr la pauvreté, mais ce qui est le plus frappant, je crois, c'est ce qu'il nous raconte lui-même de cette mère sans mots, dont le vocabulaire tenait, dit-il, à 400 mots, qui en effet n'entendait guère, parlait à peine,
Ce qui est certain, c'est que quand Camus rentrait du lycée, lorsqu'il rentrait de cet univers enchanté où on lui apprenait la gloire des mots et leur paradis, il rentrait dans une maison où l'air était rare en mots. Et je crois que on pourrait presque se livrer à l'exercice comparatif de Sartre et Camus sur cette affaire-là, sur ce registre-là du rapport aux mots, l'ivresse sartrienne, les modalités, les procédures d'écriture, une certaine légèreté prise parfois avec les mots, une certaine désinvolture prise avec les textes. Et du côté de Camus, au contraire, je crois, un respect, une superstition, une foi et une méfiance aussi vis-à-vis de ces mots qui ne se sont jamais donnés, qui se sont donnés en se refusant, en se retirant, etc. Donc entre le petit Poulou, l'enfant merveilleux chargé de mots, et puis l'enfant pauvre Camus, chez qui les mots étaient si rares, une opposition en effet qui frappe beaucoup. Alors après, les relations entre Sartre et Camus, Jean-Daniel en sait beaucoup plus que nous tous là-dessus, et il en a eu l'expérience directe, il en a été le témoin, il les a connus et l'un et l'autre. En ce qui me concerne, lorsque je regarde cette relation et cette brouille, lorsque je regarde l'affaire du côté des hommes, je suis scandalisé par l'attitude des Sartriens. Et pour moi, prendre le parti de Camus me semble une évidence. La violence, la vulgarité, la condescendance, la morgue des Sartriens, cette façon qu'a Sartre de charger Janson d'exécuter Camus, comme le duc de Rohan chargeait ses valets d'aller bastonner Voltaire, tout cela évidemment ne peut que créer une sympathie totale. Bernard-Henri Lévy, cette phrase de Sartre, il se peut que vous ayez été pauvre. Voilà. C'est ce mépris. Il se peut que vous ayez été pauvre. Hein. Je n'aurai pas la cruauté de vous demander de lire L'être et le néant. Vous y connaîtrez quelques difficultés. Oui. Cela vous paraîtra inutilement ardu. Inutilement, ça vous paraîtra inutilement ardu. Il y a des phrases dans la deuxième réponse, dans la réponse de Sartre après que Camus, négligeant Janson, se fut adressé à Monsieur le directeur des temps modernes, qui pue la morgue du grand universitaire, du normalien, baigné de mots de sa jeunesse à son âge adulte, contre le petit boursier autodidacte qui a été réformé à la grecque parce qu'il était tuberculeux. Et néanmoins, quand on prend la question du troisième point de vue qui, je crois, importe s'agissant de deux philosophes, et je pense, moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, que Camus était au moins aussi bon philosophe que Sartre. Et que, en tout cas, il n'était pas plus que Sartre philosophe pour classe terminale, et qu'il avait autant de métiers. Quand on regarde les choses du point de vue de leur métier philosophique et du point de vue de leur thèse philosophique, étrangement, les fronts se renversent, et je pense, il me semble, que la philosophie, vraiment antitotalitaire, la philosophie permettant de donner congé radicalement, définitivement, sans retour, avec toute espèce de tentation totalitaire, par une de ces ruses dont l'histoire des idées a le secret, je crois qu'elle est plus du côté de Sartre que de Camus. Et pour moi, la faiblesse de Camus, me semble-t-il, au point de son œuvre où il est parvenu. Alors, il disait quelques mois avant de mourir, et au moment de se mettre à l'écriture du premier homme, que son œuvre commençait à peine, peut-être. Le talon d'Achille de Camus, me semble-t-il, il est dans une contradiction entre cette politique antitotalitaire admirable, sans équivalent, ni dans la générosité, ni dans la conséquence, ni dans la rigueur, et puis une philosophie qui, me semble-t-il, était en retrait ou en désaccord par rapport à cette politique. En gros,
une philosophie de l'assentiment au monde, une philosophie qui faisait de l'accord avec le monde l'alpha et l'oméga de la sagesse, une philosophie qui prétendait que le devoir d'un homme était de ne pas accepter les dictates de l'histoire, mais qui dans le même temps postulait que accepter non pas les dictates, mais la loi de la nature et s'y plier et y trouver sa place. Cette philosophie-là, je crois, était une philosophie qui n'était pas la plus accueillante à cette politique antitotalitaire où il excella bien davantage que Sartre.